Bonjour, je commence aujourd'hui une série de vidéos sur l'électronique avec le premier vidéo sur les diodes, partie 1, consacrée à l'étude des jonctions PN à l'échelle microscopique, ce qui va nous aider par la suite à mieux comprendre les caractéristiques des différents types de diodes. En tant qu'électricien, donc les matériaux sont soit des conducteurs qui laissent passer le courant, soit des isolants donc qui l'empêchent de passer. Normalement, cette capacité doit être mesurée par la conductivité. Or, on a l'habitude donc d'utiliser la résistivité qui est l'inverse de la conductivité. Si on compare par exemple la résistivité du cuivre qui est un conducteur avec donc ρ de l'ordre de 10 puissance moins 2, donc 17 milliohms millimètres carrés par mètre, avec celle donc du soufre donc de l'ordre de 10 puissance 22 donc millimètres carrés par mètre. Donc, avec telle valeur, c'est impossible d'imaginer donc un courant significatif donc qui peut traverser donc le soufre. Généralement, donc les conducteurs ont des résistivités faibles de moins d'un ohm donc millimètre carré par mètre, et les isolants ont des résistivités donc énormes qui dépassent 10 puissance 12. 10 puissance 12, c'est-à-dire téraohm millimètre carré par mètre, donc résistivité énorme qui empêche donc qui empêche donc le moindre donc courant de passer donc à travers. Comment expliquer ça brièvement sans se mêler beaucoup aux détails de la physique quantique? On sait bien que tout matériau est composé d'atomes, et le fameux modèle de Bohr d'un atome donc avec un noyau au centre et les électrons donc qui occupent des orbites autour. En effet, au lieu d'orbite, on parle de niveau d'énergie. Et pour passer d'un niveau à un autre, l'électron, il doit soit acquérir, soit libérer une quantité d'énergie. Selon la destination, pour qu'un électron donc passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur, donc il doit d'abord acquérir une quantité d'énergie, et lorsqu'il passe du niveau supérieur vers un niveau inférieur, il libère de l'énergie. Ce n'est pas notre sujet. Ce qui nous concerne, nous, donc, c'est le niveau ou couche de valence quand il s'agit d'un atome isolé. Pour un ensemble d'atomes dans un cristal, par exemple, chaque atome a son niveau de valence, ce qui construit une bande de valence. On parle ici d'une bande d'énergie. C'est la bande dans laquelle donc se construisent les liaisons chimiques de covalence, donc les liaisons covalentes. Et ce qui est intéressant, donc la bande juste au-dessus, on parle ici toujours, donc on parle toujours d'énergie, c'est la bande de conduction occupée par les électrons libres en mouvement. Et selon la théorie des bandes, entre les deux, donc entre les deux bandes, donc bande de valence et bande de conduction, on a un gap d'énergie, donc une zone interdite, un gap d'énergie ou une sorte donc de barrière d'énergie. Lorsqu'on parle de barrière, donc pour que l'électron passe de la bande de valence à la bande de conduction, il doit d'abord acquérir une quantité suffisante pour franchir ce gap. Ce gap est supérieur à 5 électrovolts pour les isolants. Au milieu de ce gap, on trouve le niveau de Fermi. Donc, par définition, le niveau de Fermi, c'est le niveau d'énergie le plus élevé occupé par des électrons à 0 Kelvin. Ou en d'autres termes, donc le niveau de Fermi, c'est le niveau d'énergie donc à température non nulle pour laquelle donc la probabilité d'occupation vaut un demi selon la statistique de Fermi-Dirac. L'expression de cette statistique, donc f de e égale 1 sur l'exponentielle de e moins ef sur kt plus 1. Donc, on voit bien que pour e égale ef, l'exponentielle égale à 0. Donc, et non, donc e moins ef égale à 0 et l'exponentielle donc égale à 1. Donc f de ef égale 1 sur 1 plus 1, donc 1 sur 2. D'où la probabilité donc de 50%. C'est une statistique donc au sens de distribution ou loi de probabilité donc qui a été établie donc théoriquement puis vérifiée par des résultats donc expérimentaux. Et elle prend donc la place de la statistique classique de Maxwell-Boltzmann lorsqu'il s'agit des fermions. Donc, on rappelle que les électrons donc, sont des fermions.
Elle révèle quoi donc cette distribution? Donc AT égale à 0 Kelvin. Et pour E inférieur à EF, donc F de E tend vers 1, donc il est égal à 1. Pour E inférieur à EF, donc E moins EF négatif était égal à 0, donc l'exponentielle tend vers 0 et F de E égale à 1. Pour E supérieur à EF, pour E supérieur à EF, donc l'exponentielle donc, tend vers plus l'infini et FE donc tend vers 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les électrons à 0 Kelvin sont au-dessous de EF. On laisse la quantique, donc à part ce qui nous concerne, nous, c'est l'explication que donne donc la bande, donc la théorie des bandes au phénomène de conductivité donc, électrique. On a noté que pour un isolant, donc le gap d'énergie il est supérieur à 5 électrovolts, ce qui empêche donc l'électron de passer de la bande de valence à la bande de conduction. Jetons un coup d'œil donc sur les conducteurs. Donc le gap d'énergie, donc ce gap d'énergie chez le conducteur, il est de combien? Bah tout simplement, il est nul. Pourquoi? C'est tout simplement c'est parce que les deux bandes se chevauchent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire lorsqu'on applique le moindre champ électrique, donc l'électron va le suivre. Le gap d'énergie pour les conducteurs, il est égal à 0. On revient aux classifications des matériaux. On a dit qu'on a deux catégories. Les isolants avec une résistivité très élevée dépassant les téraohms millimètres carrés par mètre et un gap entre bandes donc, de conduction et bandes de valence supérieure à 5 électrovolts. Et les conducteurs avec une résistivité inférieure à 1 ohm millimètre carré par mètre et un gap nul. Entre les deux, on a une troisième famille avec une résistivité supérieure à 1 ohm millimètre carré par mètre et inférieure au téra, donc ohm millimètre carré par mètre, et un gap relativement faible, inférieur à celui des isolants, entre 0,5 et 2 électrovolts. Il s'agit là des semi-conducteurs. Par exemple, le silicium a une résistivité de 1 gigaohm millimètre carré par mètre et un gap d'énergie de 1,12 électrovolts à peu près, donc à 300 degrés Kelvin. Donc voilà donc un schéma donc simplifié d'un cristal de silicium. L'atome de silicium donc on possède à sa couche de valence 4 électrons. En s'associant avec 4 atomes donc voisines, chacune met en commun ses électrons et on compte 8 électrons à chaque couche de valence de chaque atome. Cette structure elle est stable, donc on parle de stabilité chimique puisque donc les sous-couches donc S et P sont complètement remplies. Donc à 0 degré Kelvin, donc les électrons sont tous à leur couche de valence, donc pas d'électrons libres, donc le semi-conducteur il est isolant dans ce cas. Lorsque la température augmente, donc certains électrons acquis de l'énergie thermique qui les permet donc de franchir donc le gap donc, et de passer de la bande de valence à la bande de conduction. Donc il apparaît donc apparition donc d'électrons libres donc et le semi-conducteur donc devient conducteur. La génération thermique, donc cette génération thermique donc donne deux types de porteurs, porteurs négatifs, les électrons libres, et porteurs positifs, puisque donc chaque électron, lorsqu'il passe de la couche de valence à la couche de conducteur, donc il laisse, donc il devient libre, donc il rompt donc la liaison, donc il laisse sa place vide. Donc on parle de trou, c'est-à-dire place vide. Place vide donc qui peut être donc occupée par un autre donc électron qui rompt donc une autre liaison donc il laisse à sa place donc un nouveau trou donc on voit que les trous donc se transladent donc ou se déplacent. Or ce qui déplace réellement ce sont les électrons. Donc on a donc deux types de porteurs et on peut avoir même donc deux types de courants. On définit N densité des porteurs négatifs, c'est-à-dire électrons dans la bande de conductance, et P la densité des trous, donc porteurs positifs dans la bande de valence.
N et P donc sont dus à la génération thermique, N égale à P égale NI. Et la loi d'action des masses fait que N fois P égale NI carré. NI appelé donc densité des porteurs intrinsèques. La densité, ça veut dire nombre par unité de volume. On peut calculer donc NI en utilisant la formule NI égale A fois T exposant 3 dB fois exponentielle moins EG sur 2KT, avec A donc une constante spécifique au matériau, EG la bande gap en joules, K donc la constante de Boltzmann, T température absolue en degrés Kelvin. À titre d'exemple, à 300 degrés Kelvin, et pour un cristal de silicium, Ni il est égal à 1,4 10 puissance 10 par centimètre cube. D'où vient cette formule? En effet, N n'est autre que l'intégration sur la bande de conductance de la densité des états multiplié par la distribution de Fermi-Dirac. État, on veut dire quoi par le mot état? État, c'est densité d'état, c'est le nombre de places disponibles que peut occuper les électrons. Ça donne quoi cette intégration? Pour EC EC moins EF pour EC moins EF supérieur par rapport à supérieur à K fois T. Une approximation de la distributivité de la distributivité de Fermi-Dirac nous ramène à celle de Boltzmann, de Maxwell-Boltzmann. Après tout calcul fait, on obtient N égale NC fois exponentielle de moins EC moins EF sur KT. Avec NC, la densité des états, et EC, le niveau inférieur de la bande de conductance. EF, bien sûr, c'est le niveau de Fermi. NC, elle est donnée par la formule, 2 fois 2pi fois Mn étoile fois KT sur H au carré, le tout exposant 3 demi. Mn étoile, on l'appelle masse effective de l'électron. Qu'est-ce que ça veut dire masse effective? Masse effective, c'est en quelque sorte la masse d'un électron, d'un électron équivalent à celui qui existe, qui existe dans le cristal, mais un électron libre, l'équivalent libre de l'électron qui se situe dans le cristal. Et voilà de la même façon P il est égal à mv fois exponentielle moins EF moins EF moins EV sur KT. Et après tout calcul fait, NI n'est autre que le racine carrée de NC fois NV fois exponentielle moins EG sur 2KT. Donc on peut développer et on peut retrouver la constante A qui est vraiment spécifique aux matériaux. NI égale racine carrée NC fois NV fois exponentielle moins EG sur 2K fois T. On a dit qu'on a deux types de porteurs, les électrons qui sont les porteurs négatifs et les trous qui sont les porteurs positifs. Le déplacement d'un porteur, d'un type de porteur, constitue un courant. Nous avons un courant qui est dû au déplacement des électrons
Et les trous donc se translatent de proche en proche, donc ce déplacement donc est considéré comme un courant, donc c'est un courant. Ce déplacement donc constitue le courant des porteurs positifs. Donc on a donc deux types de courants, donc courant des électrons et courant des trous. Et on a donc deux autres types de courants. Donc nous avons donc le courant qui est dû donc à l'action ou à l'effet du champ électrique. On l'appelle donc courant dérive ou drift. Donc il apparaît lorsque donc on applique un champ électrique. Et on a donc un autre type donc de courant, même en absence donc du champ électrique, dû à la concentration. On l'appelle donc courant de diffusion, apparaît lorsqu'il existe donc un gradient de concentration donc de porteurs. Donc on sait bien donc euh, il, les électrons donc on peut les considérer comme donc comme une sorte donc de fluide. Donc les fluides donc lorsque donc on a donc des particules dont la concentration donc varie d'une région à l'autre. Donc il y a diffusion de ces particules de la région donc dont la concentration est plus élevée donc vers celle dont la concentration elle est donc faible. On appelle donc ce type de courant courant de diffusion. Euh, donc les densités de courant, qu'est-ce qu'on veut dire par densité? Densité, c'est courant par unité de surface. Elle est notée J, donc Jn. Donc Jn, ça veut dire la densité du courant donc, des électrons, égale Q fois mu n fois n, donc fois donc, le champ électrique, plus Q donc multiplié par mu n fois Vt fois le gradient donc de n. Vt égale kT sur Q égale 26 millivolts, AT égale 300 degrés dans Kelvin. On l'appelle donc potentiel thermodynamique en volts. Mu, c'est pour dire mobilité, donc mu 1, c'est mobilité des électrons en centimètres au carré par volt, donc par volt seconde. C'est donc la densité donc, du courant donc, des électrons. De même pour les trous, donc j'ai P égale Q fois mu P fois P, donc multiplié par le champ électrique, moins Q donc fois mu P, Vt donc gradient donc de P. Mu n, il est égal à, pour le silicium, donc mu n, il est égal à 1400 cm² par volt seconde et mu p égale 500 cm² donc par volt seconde. Pourquoi donc le signe moins il y a un signe moins donc qui fait la différence entre les deux formules tout simplement parce que donc les deux donc porteurs donc sont donc ah, sont donc de charge donc sont donc de signes contraires. Les trous donc positivement donc le déplacement du trou et le déplacement le déplacement du trou et le déplacement donc le déplacement du trou et le déplacement d'électrons donc se fait dans deux sens euh, donc se fait dans deux sens donc contraires lorsqu'il s'agit donc du courant donc dérive au courant drift. Et puisque donc les courants donc les vecteurs des deux courants donc sont opposés, donc ce signe apparaît donc pour la deuxième composante, c'est-à-dire celle du courant donc de diffusion. Semi-conducteur extrinsèque ou dopé. Le dopage donc, consiste à injecter ou diffuser donc, des atomes étrangers, c'est-à-dire de types différents, dans le cristal de semi-conducteur initialement pur. On a deux types de semi-conducteurs donc extrinsèques,
dopé N et dopé P. Donc, les semi-conducteurs dopés N, le dopage N consiste à introduire des atomes ayant 5 électrons dans leur couche de valence, par exemple le phosphore. Donc avec 5 électrons, 4 rentrent donc en liaison covalente avec les atomes voisins de silicium, et le cinquième électron reste libre. On parle donc d'un atome donneur qui donne un électron. Mais le cristal, dans ce cas, il reste neutre. Pourquoi? Parce que tout simplement, au voisinage de chaque cation c'est-à-dire ion chargé positivement, on a un électron libre. Il apparaît deux types de porteurs. Donc, un porteur majoritaire, qui sont donc les électrons, ici essentiellement du dopage. Ici donc essentiellement du dopage. On a des électrons ici de la génération thermique, mais ils sont négligeables. Et des porteurs donc minoritaires qui sont les trous, issus donc de génération thermique. La densité des électrons, donc dans ce cas, c'est la somme de la densité des électrons issus de dopage avec celle donc des électrons issus de la génération thermique qui sont donc négligeables. Donc N, il est à peu près égal à la densité des électrons issus de dopage. Donc N, elle est à peu près égale à 1D. 1D, c'est la densité des atomes porteurs, puisque donc pour chaque électron libre, on a donc un atome donneur. La loi d'action de masse fait que N et P, N fois P, donc ce produit, il est d'après la loi d'action des masses, il est constante, égale à NI au carré, donc P égale, ou à peu près égale, NI au carré sur ND. Et le fait d'avoir donc des électrons libres dans les cristals, euh, sans apport d'énergie, ces électrons sont normalement libres. Donc, le fait d'avoir ces électrons libres dans le cristal déplace le niveau de Fermi vers le haut. Donc EF, le Fermi de niveau, le niveau de Fermi, EF, le niveau de Fermi se rapproche de la bande de conduction. Si au lieu de phosphore, on introduit donc le bore qui est un atome à 3 électrons dans sa couche de valence. Les 3 électrons rentrent dans des liaisons covalentes. La quatrième, liaison, elle est incomplète. Donc, il manque un électron, sa place, elle est libre. On parle d'un trou qui est en attente d'un électron pour le remplir. Donc, dans ce cas, on parle de dopage du type P et le cristal, il est électriquement neutre. Il apparaît deux types de porteurs. Des porteurs majoritaires qui sont les trous dans ce cas, donc ici essentiellement du dopage. Donc les trous ici de la génération thermique sont négligeables. Des porteurs minoritaires qui sont dans ce cas les électrons qui sont issus de la génération thermique. De la même façon, par analogie avec les semi-conducteurs de type N, les semi-conducteurs dopés de type N, dans notre cas, dans le cas du dopage type P, euh, la densité des trous P égale Na. Na, c'est pour dire densité des atomes, des atomes donneurs. Désolé, densité des atomes accepteurs. Donc P à peu près égale Na. La loi d'action de masse fait que N fois P, le produit N fois P, c'est une constante égale à Ni au carré. Donc N il est à peu près égal à Ni au carré sur Na. Et les trous dans les couches de valence font que les niveaux de Fermi se rapprochent de la bande de valence.
La mise en contact d'un semi-conducteur dopé P avec un autre, donc dopé N, crée ce qu'on appelle donc jonction Pn. Donc semi-conducteur type N, riche en électrons libres, en contact avec un semi-conducteur type P, donc riche en trous. Sous l'effet donc des gradients, les électrons donc diffusent du côté N vers côté P. Donc, la zone proche de la jonction n'est plus neutre, il apparaît donc la zone proche du contact n'est plus neutre, il apparaît donc des cations, donc des ions chargés positivement. Et, euh, et les trous donc diffusent du côté P vers côté N. Et la zone donc proche du contact de la jonction n'est plus neutre. Il apparaît donc des anions, c'est-à-dire des ions chargés négativement. Or, globalement, la jonction elle est neutre avec une zone donc chargée positive. Donc, la jonction est neutre avec une zone chargée positivement du contact jusqu'à Xn du côté N, euh, avec densité de charge ρ de x égale Q, qui est la charge donc élémentaire, donc valeur absolue de la charge d'un électron, multipliée par la densité des atomes donnaires Nd. Et une zone donc chargée négativement donc du contact de la jonction à xp donc jusqu'à xp donc côté p avec une densité de charge donc égale moins q fois Na avec Na densité des atomes accepteurs. La zone donc chargée donc de moins xp à xn en prenant donc le contact entre les deux semi-conducteurs comme référence, c'est-à-dire x égale à 0. Donc, cette zone, elle est appelée zone de déplétion ou zone de charge d'espace, donc ZCE. La jonction, on a dit donc que la jonction, elle est globalement neutre, c'est-à-dire la somme algébrique des charges donc, est nulle, ce qui donne donc Na fois xp égale Np fois Xn. La distribution de charge donc entraîne l'apparition d'un champ électrique interne donc dirigé de R vers P. Donc il repulse les électrons de P vers N. Il apparaît un courant donc dérive ou courant drift qui s'oppose au courant de diffusion donc à cause du champ électrique. Donc il dérive du champ électrique donc un courant donc on l'appelle donc courant dérive ou drift qui s'oppose au courant donc de diffusion. L'expression de champ donc elle est obtenue par l'intégration de l'équation donc dérivée de E par rapport à x égale ρ sur epsilon s avec epsilon s la permittivité du semi-conducteur. L'expression donc du champ en fonction de x, donc E de x égale moins q na sur epsilon s fois x plus xp, donc de moins xp jusqu'à le contact donc, de la jonction, donc jusqu'à 0, donc de moins xp à 0. Et Ex égale Qnd sur epsilon s fois x moins xn, donc de 0 à xn. Donc le champ, il atteint son maximum donc, au contact de la jonction, c'est-à-dire à x égale à 0, avec E max égale Qnd fois xn sur epsilon s égale Q fois Na fois xp sur epsilon s. La distribution des charges de part et d'autre de la surface du contact, donc de la jonction, est à l'origine d'une différence de potentiel, une sorte de barrière donc, qui empêche la diffusion des porteurs d'un côté à l'autre. L'expression du potentiel donc, est à déduire donc, de l'intégration du champ. On a Ex égale moins dVx sur dx. Donc, c'est la dérivée de Vx par rapport à x. D'où Vx donc égale Qna sur 2 epsilon s fois x plus xp au carré entre moins xp et 0 et est égal à Vmp moins Qmp sur 2 epsilon s fois fois x moins xn entre 0 et xn. Vmp résulte donc de l'intégration du champ entre moins xp et xn. On peut donc
On peut donc la déduire donc par le calcul de l'aire donc limité entre la courbe de EX et l'axe des abscisses. Il s'agit d'un triangle donc de base xn plus xp et de hauteur ex max, d'où VMP égale 1 demi E max fois xn plus xp. Et xn plus xp n'est autre que la largeur de la zone de charge ou la zone de déplétion. Voilà donc. Euh, L'espace noté donc euh, ce largeur donc de ZCE, donc de la zone de charge d'espace notée W, donc VMP devient VMP égale 1 demi Q fois 1D sur epsilon S fois XN fois W. Donc il y a un lien entre largeur de la zone de déplétion et la barrière donc de potentiel interne, donc VMP. Pour déduire donc la relation entre ces deux grandeurs, on exploite la neutralité de la charge. Euh, on a NA fois XP égale XN fois ND. On en déduit donc que XP égale XN fois ND sur NA. Donc, puis on déduit donc l'expression de XN et la substituer dans l'équation de VMP pour tirer finalement l'expression de W. Finalement, donc, nous obtenons donc W égale racine carrée euh, de racine carrée de 2 epsilon s sur qui fois NA plus MP sur NA fois MP fois VMP. Donc, la largeur de la zone de déplétion W donc, dépend des densités des donneurs et accepteurs et varie dans le même sens que la barrière donc, de potentiel interne VMP. La barrière de potentiel interne donc, altère le diagramme d'énergie. En effet, au départ, les bandes d'énergie des deux régions sont alignés avec EF proche de la bande de conduction du côté N et le niveau de Fermi EF donc proche de la bande de valence donc du côté P. À l'équilibre, donc les niveaux d'énergie de part et d'autre donc s'alignent et les niveaux EC et EV subissent une variation due à la barrière de potentiel interne V1P, une variation d'énergie donc quantifiée par donc Q fois V1P. Donc, donc on a un P égale donc VMP donc égale ECP moins ECN donc sur qui? Or du côté N, la densité des électrons N à peu près égale 1D égale 1C exponentielle EF moins ECN sur KT, d'où ECN moins EF égale KT fois logarithme népérien de 1C sur 1D. Et du côté donc P, donc la densité des électrons N égale NC fois exponentielle EF moins ECP sur KT. Et elle est à peu près égale à NI carré sur NA, d'après donc loi d'action des masses. D'où donc ECP moins EF égale à KT fois logarithme népérien de 1C sur 1, donc égal à KT fois logarithme népérien 1C fois NA sur NI carré. D'où et d'après donc soustraction des deux équations et substitution de ECP moins ECN donc dans l'équation de VMP, on obtient finalement VMP égale KT sur Q fois logarithme népérien de NA fois ND sur NI carré. Donc, VMP, donc la barrière de potentiel, donc dépend de quoi? Dépend donc en premier lieu donc de NI carré, donc du matériau, donc de semi-conducteur, du substrat, et des concentrations donc de dopage et de la température. Voilà donc. La polarisation inverse de la jonction Pn consiste à relier la région N de la jonction au pôle positif de la source de tension externe et la région P au pôle négatif. Donc la tension externe VR, donc on a donc la tension externe VR, elle est de même signe que VMP.
Donc, VMP, c'est le barrière interne, désigné ici par VBR. Donc, VR vient de consolider, donc VR vient de consolider donc VBR, qui devient donc V effectif égale à VBR plus VR. Donc, le champ s'intensifie et la zone de charge d'espace s'élargit. Et c'est évident, bien sûr, puisque donc, le pôle positif attire plus d'électrons vers l'extérieur et des nouveaux cations apparaissent à l'intérieur. De même, donc, le pôle négatif donc, du côté P attire plus donc le pôle négatif donc du côté P donc attire plus de trous. En réalité donc des charges négatives, c'est-à-dire des électrons donc sont pompés ces électrons donc vont combler plus de trous. Donc, ce qui sera apparent que les trous sont donc attirés par le pôle négatif et de nouveaux ions apparaissent à l'intérieur. Donc, le champ s'intensifie, donc le porteur majoritaire donc, ne se diffuse plus. On parle ici donc de la région de déplétion où règne le champ. Quant au porteur minoritaire, à l'équilibre thermique, on a création de porteurs minoritaires. Côté P, donc des électrons de densité Np égale Ni carré sur Na. Donc, cette expression donc, se découle donc, du loi d'action de masse avec trous générés thermiquement négligeables devant ceux des atomes accepteurs. Et côté n, des trous donc, de densité Pn égale Ni carré sur un pi, bien sûr, c'est la loi d'action de masse, avec donc électrons générés donc thermiquement négligeables devant ceux des atomes donneurs. Ces porteurs donc se déplacent par diffusion dans les régions quasi neutres, et c'est-à-dire loin de la zone de déplétion. Donc, et leur mouvement il est aléatoire. La fraction donc qui arrive au bord de la jonction est aspirée par le champ et donc aspirée par le champ et jetée à l'autre côté et un courant est né donc noté IS. L'action du champ, elle est donc instantanée, donc comparée donc à la dynamique de diffusion. Ce courant IS, il est donc limité par la vitesse de génération thermique et résulte de la diffusion des électrons et des trous. Au début, donc ce courant IS, il est un courant de diffusion, puis il devient donc courant drift ou dérive. Euh, donc les porteurs minoritaires donc atteignent donc la zone de déplétion. Donc, lorsqu'il atteigne la zone de déplétion, donc le courant de diffusion devient courant et drift. L'action donc du champ il est immédiate. Donc, le courant donc sera limité par la dynamique de diffusion. Donc, c'est pourquoi il est donc considéré comme courant de diffusion et son équation elle est donnée par l'expression IS qui est donc de la densité de courant JS fois l'air A. Si on veut donc simplifier, donc l'air A, c'est quoi? C'est la section donc, de la jonction. Donc, JS, densité du courant fois l'air A. JS n'est autre que Q multiplié par dn sur ln fois np plus dp sur lp fois pn. Donc nous avons deux composants, donc courant donc, des électrons et courant des trous, avec donc dn et dp coefficient de diffusion qui indiquent donc les vitesses des porteurs. Ln, donc longueur de diffusion, c'est-à-dire distance moyenne parcourue par les porteurs. Donc ici, Ln, donc on parle d'électrons. Distance parcourue par Ln, elle est donnée par l'expression racine carrée. Donc Ln égale racine carrée dn fois tau n, avec tau n durée de vie des porteurs avant de se recombiner.
car au départ, on n'a ni électron ni trou. Donc, sous l'effet de la température, donc la génération thermique, donc consiste à quoi? Consiste à libérer des électrons, c'est-à-dire un électron va rompre donc son liaison et devient libre et laisse à sa place un trou avant de rencontrer un autre trou et ils se recombinent, c'est-à-dire ils vont disparaître. Donc, la durée la durée de la génération thermique jusqu'à la recombinaison elle est notée tau n et c'est la durée de vie du porteur donc dn sur ln peut être remplacée par racine de dn sur tau n. On ferme le parenthèse donc et on revient au courant IS. Euh, en substituant donc NP et NA par leur expression, on obtient IS égale Q fois A fois NI carré fois, donc entre parenthèses, dN sur Ln fois 1 sur Na plus dP sur Lp fois 1 sur Nd. Euh, donc, euh, on a donc tous les paramètres sont constantes qui dépendent de la température. Le matériau et le dopage, donc c'est pourquoi IS, c'est une constante. Elle est appelée donc courant de saturation, c'est-à-dire la conduction. Donc, elle est saturée par quoi? Par la dynamique de diffusion. C'est pourquoi il est considéré comme courant de diffusion. Donc, IS, qui est le courant de saturation et qui est constant. Lorsque VR augmente, le champ E ne peut pas augmenter indéfiniment. À une valeur critique, il entraîne le claquage qui se manifeste par deux mécanismes. Effet avalanche, donc les porteurs minoritaires sont accélérés par le champ intense. Ils gagnent assez d'énergie pour arracher d'autres électrons aux atomes du cristal, donc ionisation par choc. Ça devient donc comparable aux boules de neige, donc car ces nouveaux porteurs sont à leur tour accélérés, ils arrachent encore donc plus de charge et il en résulte une réaction en chaîne comme une avalanche de neige. Le deuxième mécanisme, c'est l'effet Zener, qui est différent de l'effet avalanche, ni collision ni multiplication. C'est un phénomène donc purement quantique, car en quantique et face à une barrière d'énergie, donc la fonction d'onde d'un électron ne s'annule pas plus comment, mais décroît exponentiellement. Et si la région où règne donc ce barrière est étroite, donc une proportion des électrons euh, cette proportion elle est déterminée par l'équation d'onde qui donne en effet la probabilité, donc c'est une probabilité qu'un seul électron soit à une position x de l'espace. Une proportion des électrons doit se retrouver à l'autre bout des barrières, euh, puisque la fonction d'onde décroît donc exponentiellement et la distance ou la largeur de ce barrière elle est très ce barrière est très mince donc la largeur il est très petit donc la probabilité donc d'avoir d'électrons à l'autre bout de barrière elle est non nulle donc une proportion de ces électrons doit se retrouver à l'autre bout de barrière ce n'est pas de la magie donc c'est de la quantique et ce phénomène il est appelé effet tunnel ou c'est un tunnel quantique donc on l'appelle tunnel quantique. Quelle relation avec notre jonction Pn? Pour une jonction Pn fortement dopée, polarisée en inverse, zone de charge d'espace très mince. Pourquoi donc la zone la zone de déplétion elle est très mince? On rappelle qu'on a déjà évoqué lorsqu'on a déjà évoqué la neutralité globale, la neutralité électrique globale exige que Na fois xp soit égal à 1d fois Na fois xp soit égal à 1d fois xn. Donc cette égalité veut dire quoi? Veut dire que la région fortement dopée doit être obligatoirement très mince. Donc région mince implique champ qui est une tension sur distance
donc extrêmement intense, même pour des faibles tensions. Donc, bande d'énergie, bon, donc, puisque le champ il est extrêmement intense, donc les bandes d'énergie donc, doivent être donc, fortement courbées. Et la bande de valence donc, va être donc, très proche. Donc, la bande de valence donc, du côté P va être donc, très proche de la bande donc, de conduction donc, du côté N. Donc, cette condition il est favorable donc, à l'effet tunnel. Voilà, donc champ électriquement extrêmement intense, même pour une faible tension. Et quand la tension inverse donc, atteint la tension désignée, Vz, donc quelques volts, le champ électrique devient suffisamment fort et les électrons traversent donc la barrière de potentiel par effet tunnel. Il s'agit d'un passage direct des électrons de la bande de valence zone B vers donc la bande de conduction zone N sans choc ni multiplication. C'est un phénomène donc purement quantique. La polarisation directe, c'est-à-dire zone N reliée aux bornes moins, donc des électrons pompés à la zone N, et zone P reliée à la borne plus, donc des électrons aspirés vers l'extérieur et laissent des trous à leur place. Donc les ions de la zone de déplétion donc, vont diminuer. La barrière de potentiel donc diminue et la largeur de la zone de déplétion se réduit, d'où les porteurs donc majoritaires franchissent plus facilement donc la jonction. Le courant total est dû à deux flux principaux, donc électrons majoritaires en N traversent la jonction, deviennent minoritaires en P, diffusent puis se recombinent. Au bord donc de la zone de charge d'espace, donc NP de 0 égale MP0. MP0, c'est-à-dire donc MP0, c'est-à-dire la densité donc initiale, c'est-à-dire donc au moment de mise sous tension. Donc NP de 0 égale MP0 fois exponentielle Q fois V sur KT, avec NP0 égale NI carré sur NA. L'excès de porteur injecté, donc delta NP0 égale MP0 fois donc entre parenthèses QV sur donc NP0 fois exponentielle de QV sur KT moins 1. Donc c'est plus facile donc d'adopter donc l'expression donc VT égale KT sur Q. Donc delta NP de 0 égale NP0 fois exponentielle donc V sur VT moins 1. Équation de transport, donc, si on applique donc cette équation, donc d au carré delta np sur dx au carré égale delta np sur ln au carré avec donc ln, donc largeur de diffusion, donc ln égale racine carrée de dn fois tau n, donc dn qui est donc le coefficient de diffusion et taux n donc durée de vie. Donc la solution delta np de x égale delta np de 0 fois exponentielle moins x sur ln. La densité du courant de diffusion, donc Gn, donc on parle ici de la composante de courant, donc celle de donc le courant des électrons. Donc Gn égale Q fois dn fois dnp sur dx. Donc, ce qui implique Gn de 0 égale Q dn sur ln fois delta np de 0. Donc, c'est le flux des électrons. Les trous maintenant, donc les trous sont majoritaires en P, traversent la jonction et deviennent minoritaires en N, donc diffusent puis se recombinent. Donc, de la même manière, donc on va obtenir donc Gp de 0 égale Q fois dp sur lp fois delta pn de 0. Donc, la somme des deux flux donc donne J égale donc Q fois Ni carré fois, entre parenthèses, dn sur ln fois Na plus dp sur lp fois np fois, donc, entre parenthèses, exponentielle v sur vt moins 1. On déduit donc I égale
IS, puisque donc I est I carré fois donc dn sur ln fois na plus dp sur ln sur lp fois np, ce n'est autre que IS. Donc I égale IS fois donc exponentielle V sur Vt moins 1. Finalement, on va parler de quelles caractéristiques de la jonction Pn. Quand la jonction est polarisée en direct, les électrons du côté N traversent donc vers le côté P et les trous du côté P traversent vers le côté N. Ces porteurs donc sont minoritaires de l'autre côté et s'accumulent près de la jonction. On parle de charge stockée Q. Donc Q n'est autre que le produit du courant et la durée de vie du porteur tau. Donc Q égale tau fois I. Quand on passe de la polarisation, quand on passe donc de la polarisation directe à la polarisation inverse, donc les charges accumulées doivent d'abord être évacuées, ce qui provoque donc le temps de recouvrement. Le temps de recouvrement inverse qui limite donc la fréquence de fonctionnement des diodes. Les charges accumulées donnent donc naissance à la capacité de diffusion CD qui n'est autre que la variation de la charge par rapport à la variation de la tension, donc dQ sur dV, donc en substituant donc Q par son expression, donc on obtient tau fois dI sur dV. CD est donc dominante en direct. Quand la diode est polarisée en inverse, donc la zone de charge d'espace fonctionne comme un condensateur. Donc on appelle cette capacité la capacité de jonction. Donc CG égale epsilon fois A sur W. Donc elle est proportionnelle à 1 sur racine de V. CG est dominante donc en inverse. Quant aux résistances, donc la résistance dynamique, elle est liée à la pente de la caractéristique I en fonction de V. Donc en polarisation directe, RD égale dV sur 2I égale NVT sur I. Donc elle devient négligeable donc à fort courant. Donc une autre donc résistance série due aux régions donc P et N et au contact métallique. Donc cette résistance donc elle limite le courant surtout à forte polarisation directe et cause une tension supplémentaire. On remarque aussi que le produit donc de la capacité de diffusion CD et la résistance donc dynamique RD égale à taux donc durée de vie des porteurs. Voilà, donc ce vidéo est achevé. N'oubliez pas de réagir, de s'inscrire et à la prochaine. Donc, au revoir.